Buonasera. Mi veniva da iniziare questo brevissimo saluto con un caro Enrico. Il caro Enrico rimane, anche se purtroppo non è con noi. Continua oggi la tradizione per cui l'annunzio dei vincitori del premio Balzan avviene in Sala Buzzati alla Fondazione del Corriere ai primi di settembre, con l'intervento poi di un premio e l'annunzio dei temi. Continua così il ricordo del legame tra colui che ha dato il nome al premio, Eugenio Balzan, e il Corriere, che vide il giovane Balzan giornalista e poi dirigente al vertice dell'organizzazione del Corriere. Che la tradizione continui in quest'anno, nell'anno delle discontinuità per definizione, per me, ma credo per molti di noi, è molto significativo. Tanti i significati per me, credo per molti di noi, di questa scelta di continuità in un periodo delle discontinuità. Vorremmo così che la continuità del tradizionale nostro incontro volesse anzitutto significare la fiducia nel valore della ricerca che oggi più che mai occorre coltivare a tutto campo. Vorremmo così che la continuità del nostro incontro testimoni la convinzione che istruzione e ricerca sono un bene primario, essenziale, da potenziare, con ogni forza, senza se, senza ma. Vorremmo che i premi alla alta ricerca che oggi annunziamo fossero di buon auspicio per la ripresa dell'attività scolastica che proprio oggi è avviata da noi. Vorremmo che l'internazionalità della ricerca che i premi testimoniano sia monito ad abbandonare pericolosi rigurgiti sovranisti che s'affacciano talvolta anche nella cultura e che si sono annidati persino in un periodo quale quello che viviamo, in cui viceversa cooperazione e solidarietà sono essenziali. Quella cooperazione e solidarietà che con gioia gli europeisti, come il sottoscritto e come molti dei presenti, hanno visto con grande soddisfazione iniziare a fermarsi. Vorremmo che il rigore della ricerca ispirasse rigore nella comunicazione e nell'informazione, e lo diciamo anche qui, in questa sede. Vorremmo insomma che l'ambiente e il clima del nostro incontro fosse e servisse a non abbandonare la primazia della ragione, del dialogo, del confronto. È con questi sentimenti, che certo loro giudicheranno un po' puerili, un po' naif, che rinnovo il ringraziamento della Fondazione alla Fondazione Balzan per la fiducia che continua a dimostrarci, che porgo il saluto alle autorità presenti e rappresentate del sindaco e che porgo soprattutto i complimenti agli studiosi oggi presenti e di cui oggi avremo modo di ricordare gli alti meriti. Grazie, grazie a loro, grazie alla Fondazione Balzan. Caro Presidente della Fondazione Corriere della Sera, caro collega Marchetti, in questo anno 2020 segnato drammaticamente dalla pandemia, essere ospitati qua rinnova una consonanza di finalità e anche di origini straordinaria. Credo che
un ringraziamento sentito vada anche al Comune di Milano, che dà il patrocinio da sempre a questa iniziativa e che oggi è rappresentata dall'assessore Roberta Cocca, che ha come sua responsabilità municipale la trasformazione digitale, l'innovazione e la ricerca. Grazie per essere presente. Credo che il Comune di Milano, con il suo patrocinio, così come la Fondazione Corriere della Sera, dimostrano come la Balzan contribuisca a rafforzare l'identità della città di Milano come città del sapere, della scienza e della cultura. Sono valori che nel XXI secolo conteranno ancora di più, in quanto quella che viene definita dagli economisti la quarta rivoluzione industriale sta modificando molti paradigmi dello sviluppo sostenibile, tale deve essere. Ne era molto convinto il nostro amico Enrico De Cleva. Enrico è scomparso di recente e noi lo ricordiamo con tristezza ma anche con profonda riconoscenza. Egli ha presieduto la Fondazione Balzan esemplarmente, improntandola, come è stata tutta la sua vita, alla promozione del sapere come componente essenziale del progresso umano e civile. Lo ha fatto fino all'estremo congedo, con uno studio sull'intreccio complesso ma anche fruttuoso su cultura, economia e politica, che a partire dall'Unità d'Italia è stato il motore dello sviluppo di molti istituti di istruzione superiore, ai quali, a partire dagli anni '20 del Novecento, sarebbe poi stata associata tutta l'ossatura di Milano come città universitaria. Siamo certi che questa sua ultima opera, in fase di pubblicazione, è basata altresì su fonti di archivio mai esplorate, darà un contributo di grande rilievo alla comprensione di come il pluralismo accademico, che è tipico della città di Milano, ha contribuito al progresso scientifico, culturale e civile ambrosiano. Mi siano consentite adesso alcune brevi riflessioni da neo-presidente della Fondazione Balzan Premio sulla Fondazione stessa. Siamo al 59° anno di vita. L'anno 21, usando una unità di misura temporale che ha ad un tempo storica e progettuale, quella dei lustri, l'anno 21 avremo 12 lustri, indietro ma anche in prospettiva, almeno spero. È una storia lunga, ma secondo me è soprattutto una storia costruita con rigore, innovazione, costanza e compostezza, nella convinzione che nel lungo periodo i valori sovrastano sempre il rumore del presente. Sono stati attribuiti 78 premi nel campo delle lettere, scienze morali e arti, 69 premi in quello delle scienze fisiche, matematiche, naturali e medicina. In totale 162 premiati, in quanto talvolta i premi sono stati ex aequo. I vincitori sono stati scienziati ed umanisti che hanno dato contributi fortemente innovativi in tutte le aree, spesso aprendo nuove filiere del sapere. Desidero sottolineare molto questo punto ed esprimere un apprezzamento, anzi una ammirazione ai comitati generali premi che si sono susseguiti. Oggi il presidente è Luciano Maiani, fino a qualche anno fa era Salvatore Veca, che è qui con noi. Questi comitati generali premi si sono adoperati prima nella difficile scelta delle materie da mettere, come si suol dire in termini un po' gergali, a bando, e poi attraverso la difficile selezione dei premiati. Qualche volta io penso che la Balzan ha saputo cogliere il rischio della innovazione, perché non possiamo dimenticare che innovare comporta sempre un rischio e bisogna anche dire chiaramente che talvolta le stesse scienze sono inerziali, ripercorrono campi già noti per non correre troppi rischi. La Balzan, se prese i rischi, ha saputo innovare. Io credo che questo sia un grande merito dei comitati generali premi, di cui Luciano Maiani, come dicevo poc'anzi,
è l'attuale presidente. E lo vedremo anche nei primi banditi per l'anno 21, fortemente innovativi, fortemente capaci di andare non controcorrente, ma di prevedere ciò che in futuro richiederà l'attenzione della scienza e della cultura. Naturalmente la Balzan è una istituzione, io la dico sempre, tricefala, nel senso che ha anche oltre il Comitato Premi, anche un consiglio della Fondazione Premio e un consiglio della Fondazione Fondo. Tutte e tre cooperano nel rispetto degli statuti per raggiungere il risultato più importante, innovare e scegliere le persone meritevoli. Vorrei tuttavia sottolineare due punti di più stretta collaborazione. Uno è il premio Umanità, Pace e Fratellanza tra i Popoli. Finora ne sono stati conferiti, con diverse annualità di intervallo, 11 tra persone e istituzioni. Vedete subito la differenza rispetto agli altri. Questo premio va alla selezione dei vincitori, persona e istituzione, in una commissione paritetica del Comitato Generale Premi e del Consiglio della Premio. È un premio molto difficile perché le comparazioni sono molto più complesse e ovviamente non oggettivabili. Premio molto difficile. Tuttavia la Balzan, spero, ben presto ribandirà questo premio e prenderà le decisioni che riterrà motivate ed adeguate alla situazione in cui ci troviamo. Alcune altre iniziative collaterali dove le fondazioni collaborano attivamente, le fondazioni, il Comitato Generale Premi e il Consiglio della Premio, e che meritano di essere sottolineate anche perché in queste tipologie si stringe molto la collaborazione che io definisco italo-svizzera, ma preciserò meglio cosa intende, sono sostanzialmente due. Le Annual Balzan Lecture che si alternano tra Italia e Svizzera, dove un premiato della Balzan svolge un argomento ovviamente di sua competenza che possa essere anche adeguatamente divulgato con pubblicazioni leggere nel senso di numero di pagine, non certo leggere per contenuti. Siamo arrivati al 10° anno, si tratta di una collana molto importante che meriterà di essere adeguatamente presentata. Un'altra iniziativa che a me pare molto bella, sempre italo-svizzera, è Interlab, un seminario interdisciplinare dove premiati Balzan svolgono un argomento e lo discutono con giovani ricercatori che fanno parte dei loro progetti di ricerca ed altri che vengono aggiunti. Questa combinazione tra giovani aspiranti ad essere grandi scienziati, ma già persone molto qualificate, e i premiati Balzan è stata molto importante e spero che continuerà ad esserlo. Da ultimo vorrei menzionare una iniziativa alla quale teneva molto Enrico De Cleva, cioè i Balzan Papers, la raccolta di una serie importante di documentazioni per come si svolge la vita della Balzan, evitando così che questa iniziativa bellissima non porti a risultati ad evidenza di largo pubblico. Infine, ho detto una struttura tricefala, 2 fondazioni, un comitato premi, un consiglio della premio, un consiglio della fondo. Ebbene, io credo che oltre a esprimere l'ennesimo e dovuto ringraziamento alla munificenza di Eugenio Balzan e di sua figlia Lina, credo si debba anche esprimere un forte apprezzamento alla Fondazione Balzan Fondo di Zurigo per la oculata amministrazione dei fondi patrimoniali. È ovvio che senza di quella non potremmo erogare questi premi. E desidero anche ricordare che l'attuale presidente, signora Girgis Müsi, è una attenta, molto attenta, amministratrice del patrimonio. Voglio anche concludere brevemente segnalando che la collaborazione culturale tra Canton Ticino e quella che io chiamo Comunità Ambrosiana, della quale un tempo lo stesso Ticino fece parte, facilita molto questa struttura della Fondazione Balzan, Premio, Fondo e del Comitato Generale Premi. Oggi credo che una sintesi migliore di quanto è stato fatto in campo scientifico non possa esserci che
la conferenza di Jules Hoffman. Egli è uno dei membri del Comitato Generale Premi, che prima di essere tali ha vinto nel 2007 il Balzan per l'immunità innata e che poi ha vinto il Nobel per la fisiologia e la medicina nel 2011. La sua conferenza sarà sul tema Les pandémies dans l'histoire humaine à la lumière du Covid-19, la cui rilevanza è cruciale, come dimostra anche la presenza qui di molti professori milanesi nei campi della medicina. Voglio sottolineare che siamo onorati che con la sua presenza egli confermi la sua convinta appartenenza alla comunità scientifica della Balzan. Questo valorizza ancora di più questa giornata e mi fa piacere sottolineare che sono giunti vari messaggi per l'iniziativa di oggi e per la conferenza del professor Jules Hoffman. Tra questi, per le vie brevi, mi sono giunti quelli della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che si sta molto impegnando per evitare che venga ridimensionato il bilancio destinato alla ricerca, e dell'onorevole Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo. Anche la Toia è una ambrosiana convinta che si è sempre adoperata per la promozione della ricerca. Mi è giunto infine, e con ciò concludo, un messaggio molto significativo del Ministro della Salute Roberto Speranza, dove si afferma, tra l'altro: gentile professore Quadrio Curzio, l'annuncio dei vincitori e la consegna del premio Balzan successiva 2020 ha sempre rappresentato un evento molto importante nel panorama culturale italiano. Quest'anno lo è ancora di più perché il Paese sta fronteggiando l'emergenza di Covid-19. Concludo con un ultimo saluto al senatore a vita Mario Monti, che è qui con noi e che attualmente ha assunto anche una carica molto importante nel contesto di OMS. Grazie a tutti e chiedo all'assessore o assessora se vuole prendere la parola per la sua comunicazione. Buonasera a tutti, sono Roberta Cocco, assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano. Vi porto i saluti del sindaco Giuseppe Sala, che purtroppo ha avuto un impegno improvviso e non può essere qua. Ci tengo però a condividere con voi il messaggio che abbiamo preparato per questa serata. Siamo lieti di essere tra voi in un'occasione così significativa, non solo per la Fondazione, ma per tutta la città di Milano e per la cultura europea. Salutiamo con gratitudine a nome di Milano i relatori, i giurati e tutti i presenti. Milano riconosce nella Fondazione Balzan una delle espressioni più autentiche della propria identità, del proprio dinamismo, della propria apertura internazionale. Oggi più che mai abbiamo bisogno di cultura, di ricerca, di idee nuove. La crisi sanitaria da cui stiamo lentamente uscendo e la recessione economica provocata dall'epidemia richiamano la nostra attenzione su ciò che costituisce il fondamento vero dello sviluppo, il sapere. Vanno bene gli investimenti, va bene parlare di come utilizzare il Recovery Fund, ma al centro deve rimanere il sapere. È una consapevolezza fondamentale che deve guidare tutti noi in questo periodo difficile, caratterizzato dall'incertezza e dalla necessità di esplorare strade inedite per il futuro delle nostre comunità e dell'intero pianeta. La chiave per questo cambiamento la troveremo nei laboratori, negli istituti di studio, nelle università, nei centri di ricerca. La troveremo interrogando le donne e gli uomini di cultura, di scienza e di pace, che hanno dedicato la vita a creare e promuovere idee nuove e positive, che hanno dedicato il proprio ingegno ad un sapere non fine a se stesso, ma ricco di frutti per l'uomo e per la convivenza civile.
La Fondazione Balzan da decenni si impegna a diffondere i valori che Eugenio Balzan ha perseguito, messo in pratica e promosso per tutta la vita. La centralità del sapere, la qualità del lavoro, il merito, la tutela delle libertà e dei diritti. Sono valori che costituiscono il patrimonio più vero di Milano e che rappresentano lo strumento in grado di vincere qualunque difficoltà. Le personalità che riceveranno quest'anno il premio hanno dedicato il loro ingegno e i loro studi a discipline diverse, dallo studio delle energie rinnovabili al diritto, alle scienze naturali, alle scienze umane. Argomenti distinti, ma tutti riguardanti l'uomo, la sua identità, il suo rapporto con l'ambiente, il suo ruolo nel mondo in cui viviamo. Gli studi e le ricerche premiati sono, anche quest'anno, un contributo concreto offerto dall'Europa e dalla nostra cultura ad una lotta comune per la felicità e soprattutto per la libertà di tutti e di ciascuno, costruita sul sapere, sull'amore per l'uomo, sulla pace. Milano oggi vi dice grazie per questo impegno e per questa testimonianza. Grazie a tutti voi, amici della Fondazione, ai giurati e a voi che siete qua, a dire una parola di fiducia nell'uomo, nella sua capacità di costruire un futuro migliore e sostenibile. Grazie. Professor Maiani. Vincitore del premio Balzan 2020 per i diritti umani è Antonio Augusto Cansado Trindade, cittadino brasiliano, nato nel 1947, emerito di diritto internazionale pubblico dell'Università di Brasilia, dal 2009 giudice alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, professore all'Università federale di Minas Gerais e a Belo Horizonte. La motivazione: per i fondamentali contributi sia teorici che giurisprudenziali alla definizione e alla formazione di un ordine giuridico planetario nel quale l'intera umanità deve costituire il soggetto di un diritto internazionale aperto ai ricorsi individuali e capace di imporsi anche nei confronti degli Stati nazionali. Invito il professor Padova-Schioppa a illustrare il profilo del premiato. Prego. Il fulcro dell'intera attività scientifica di Antonio Cansado è costituito dal tema dei diritti umani. Ad esso egli ha dedicato una somma ricchissima di ricerche, le quali hanno raggiunto una sintesi nel corso di Public International Law tenuto all'Accademia dell'Aia di diritto internazionale nel 2005. Il corso è stato sviluppato in volume nel 2012 e nel 2020 è ormai giunto alla terza edizione. Il titolo e il sottotitolo dell'opera, International Law for Humankind Toward a New Jus Gentium, esprimono con chiarezza l'obiettivo delle ricerche dell'autore. Egli affronta la tematica sotto un triplice profilo: storico, giuridico e propositivo. La ricognizione delle premesse storiche che dall'età antica hanno condotto alle moderne dottrine del diritto internazionale sviluppate dalla scuola di Salamanca e poi da Grozio e dai giusnaturalisti moderni, si estende nella sua opera, e non solo in questo volume, all'esame approfondito della disciplina giuridica che dal 1920 in poi, agli anni 40 e oltre, ha dato vita alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia
nonché alle 2 corti internazionali dedicate alla tutela dei diritti umani, la Corte Interamericana e la Corte di Giustizia di Strasburgo. Nell'indagine dell'autore non sono soltanto i profili della disciplina legislativa sui diritti umani ad essere analizzati, incluse naturalmente le fondamentali innovazioni della Carta dei diritti dell'ONU del 1948 e degli anni 70, nonché le successive Carte dei diritti, inclusa quella europea, ma anche le tesi e le discussioni dei giuristi sulla portata di tali normative. Inoltre, l'autore dedica una cura particolare alla giurisprudenza di queste 2 corti, ci tornerò tra un attimo, come pure delle altre corti internazionali, per il Ruanda, per la ex Jugoslavia, abbiamo qui presente uno dei giudici, il professor Fausto Poccar, e altre, che hanno condotto in anni recenti con decisioni storiche alla messa a punto di tesi innovative sui diritti umani e sulle conseguenze della loro violazione. Il fondamento del diritto internazionale pubblico. Solo tête de chapitre, mi limito a questo. Le sue fonti normative consuetudinarie, dottrinali e giurisprudenziali. I soggetti individuali e collettivi della tutela dei diritti umani. Il genere umano, humankind, nel suo complesso considerato come soggetto del diritto internazionale e come destinatario meritevole della sua tutela, l'intero genere umano. Una tesi straordinariamente suggestiva che è centrale nella dottrina del nostro autore e che si riflette nel titolo del volume citato. E ancora, la teoria di un vero e proprio diritto alla pace. Sono alcuni soltanto dei capitoli di quest'opera magistrale di sintesi che si conclude con un'argomentata difesa della tesi per la quale la tutela legale e giurisdizionale dei diritti umani non può e non deve essere rimessa in discussione o limitata dagli Stati nazionali, ma dovrà venire riconosciuta come un vero e proprio diritto vincolante, ius cogens. Questa è una tesi che vorrei definire rivoluzionaria, perché va contro una storia addirittura millenaria. Non meno importante è la tesi sostenuta nel volume The Access of Individuals to International Justice, pubblicata a Oxford nel 2011, per la quale l'accesso alla giustizia internazionale deve essere aperto agli individui e non soltanto agli Stati, come invece una dottrina risalente riteneva, tuttora rispecchiata peraltro nell'ordinamento, per esempio, della Corte internazionale di giustizia dell'Aia. Un'impostazione, quella dell'autore, su tutti i grandi temi ora menzionati, ben lungi dall'avere ancora ottenuto il pieno riconoscimento da parte degli Stati, per questo parlavo di una componente propositiva, ma che tuttavia sta guadagnando posizioni in misura mai conosciuta in passato, anche per l'attività meritoria delle grandi corti di giustizia di cui si è detto e di cui Cansado è stato ed è membro. Va aggiunto che appunto Antonio Cansado ha svolto come giudice prima nella Corte Interamericana sui diritti umani, che ha svolto una funzione fondamentale negli anni '80, ha precorso molti indirizzi a tutela dei diritti umani, e ora presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia un ruolo di primo piano come giudice sul terreno dei diritti umani, orientando alcune delle più importanti decisioni giurisprudenziali in questa materia. Le sue posizioni, espresse talora anche in dissenting opinions, quando non ha trovato una maggioranza nel collegio, ovvero in opinioni aggiuntive e integrative, fanno di lui un protagonista
della giurisprudenza internazionale dei diritti umani. Egli ha raccolto in 3 poderosi volumi le sue decisioni e la lettura di questi volumi, vi assicuro che non è un fatto puramente giuridico o tecnico, perché si trovano accanto ad argomentazioni legali rigorose anche citazioni di letteratura, di autori che sono ben lontani dall'essere dei giuristi di professione e che vanno da Condorcet a Bergson, a Gandhi, a Tolstoi, a Simone Weil. È anche un uomo di alta e vasta cultura. Vi è dunque piena coerenza tra le tesi scientifiche e le decisioni giudiziarie dell'autore su questo terreno, ed è raro trovare un giurista che assommi in sé queste 2 dimensioni essenziali del diritto, la teoria e la prassi, su un versante di così grande rilievo. Per queste ragioni, e concludo, l'opera scientifica e l'intera attività di Antonio Cansado Trindade costituiscono un modello di alto significato storico e ideale, tale da meritare il conseguimento del Premio Balzan 2020 sui diritti umani. Vincitore del Premio Balzan 2020 per Dinamica del sistema Terra è Susan Trumbore, cittadina statunitense nata nel 1959, direttore del Max Planck Institute for Biogeochemistry di Jena, Germania, e professore di scienza del sistema della Terra all'Università di California, Irvine. La motivazione? Per il suo eccezionale contributo allo studio del ciclo del carbonio e dei suoi effetti sul clima, avvalendosi in modo pionieristico delle misurazioni di radiocarbonio nella ricerca sul sistema Terra. Il professor Clothing della nostra commissione illustrerà il profilo della Susan Trumbore. Prego. The 2020 Balzan Prize in Earth System Dynamics has been awarded to Professor Susan Trumbore for outstanding contributions to the study of the carbon cycle and its effect on climate, pioneering the use of radiocarbon measurements in the Earth system research. 3 elements should be mentioned in particular here. Her work has enabled the use of radiocarbon as a global tracer of carbon as it flows from the atmosphere through plants and soils. Also, crucial contribution from Susan Trumbore has been in showing that we have, as a result, new and fundamental insights into the turnover times of carbon in various terrestrial systems, in particular in soils and forests. In this slide, you see a cartoon of the pathways of carbon input, transformation, and loss from soils. And you can imagine that this is quite a complex process. And to unravel it, we need observations. And that's exactly what she has been able to develop, in particular through a groundbreaking contribution by measuring the levels of carbon-14 derived from atmospheric nuclear weapons, testing in the late 1950s and early 1960s when this was still allowed, when we didn't have yet the international treaties forcing the nuclear weapon testing to go subsurface. Her research is highly interdisciplinary and global in scope. Professor Trumbore has also worked in different parts of the globe. She started off with a BSc in geology at the University of Delaware in the United States. Subsequently, she obtained a doctoral degree in geochemistry at Columbia University, where her promoter was Professor Wallace Brooker, recipient of the Balzan Prize in 2008 for the science of climate change. She subsequently took postdoctoral fellowships
in ETH Zurich at the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States. And in 1991, she joined the staff of the University of California in Irvine. And in 2009, she moved also to the Max Planck Institute for Biochemistry in Jena. A very pioneering contribution has been the input of what is called BOMB carbon-14. What she did was to use this technique to determine how the turnover time of fast-cycling organic matter varied along an elevation transect in the Sierra Nevada mountains of Central California. And this has been really a game changer. Very original idea. You could say she made an advantage of a disadvantage. We all know that this testing of nuclear weapons in the atmosphere had very negative consequences, but for the science, basically, it had a very positive impact through the research of Susan Turnborn. It's a very rich field, and I would like to quote here a few sentences from a very authoritative review she wrote for the annual reviews of Earth and Planetary Sciences, where basically she made a point that the research over the last several decades has clarified a lot about the mechanism and timescales involved in stabilizing organic matters in soils, but that we still lack, according to Susan Turnborn at that stage, process-based understanding sufficient for predicting how vulnerable soil carbon is given climatic and environmental change across a range of soil types and landscapes. And part of the problem is the emphasis on short-term things. Again, here we need, like in many things in science, the long-term perspective. And that's exactly what she has done by bringing in a completely new approach, by bringing in basically the radiocarbon aspect. Today, we talk a lot about health of humanity, but there's also a thing like forest health, also quite vulnerable, also exposed to stress. Stress from, for example, climate change, stress from air pollution, but also from invasive pests. And also here, the research of Professor Turnborn has made the difference. And the impact of this is illustrated here by the cover page from the journal Science, putting this research on up front. Professor Turnborn has also built bridges between earth sciences and environmental sciences and ecology. And I'd like to share with you here a summary of a paper from her and her co-workers in journal New Phytologist. Again, you see a very rich application of a groundbreaking idea to use the BOMB radiocarbon, but in this case to monitor the time elapsed between carbon fixation and release. And the title of this paper is very interesting, Living on Borrowed Time. Of course, we can come up with many analogies of this idea. To some extent, we all live on borrowed time. Professor Turnborn has really been a person doing a lot of community building and dissemination. She has presented in this book with her co-workers an overview of the global carbon cycle and a link again to climate change using current and past changes in the Earth system as an organizing principle. And I think that's what we need. We need this multidisciplinary research to make advances. That has also been recognized by the European Research Council, who awarded her with an advanced grant in 2016 on carbon-14 constraint. Also here, a team is involved, and specific goals of this project has been to work as a collaborative on building an open community database, filling gaps of understanding, making new measurements in soil and respired carbon dioxide, and use models to interpret data for improving models of soil carbon cycling. And again, produce global data products with models. You see here
her here on a workshop with a group of young scientists and also scientists who are not that young anymore. But you will agree with me that this looks to be a fairly happy crowd. And it's very clear that, say, by awarding her a Balzan Prize, it also brings with it the setup of a research project, that we, in this case, see a clear, fertile ground for that project. In summary, Professor Tumbor has served and is serving as a role model for Earth System science. She has been a continuous source of inspiration for young researchers. She is an award-winning Earth System scientist, recognized by many scientific organizations, including the American Geophysical Union, and she is a member of the US National Academy of Sciences, but also of the German National Academy of Sciences, Leopoldina. She is universally recognized as worldwide leading authority in applying radiocarbon dating to environmental science, including climate change research. So a very worthy recipient of the Balzan Prize. Il vincitore del premio Balzan 2020 per sfide ambientali, risposte dalle scienze sociali e umane è Joan Martínez Alier, nato a Barcellona nel 1939, professore emerito e senior researcher dal 2010 all'Istituto di Scienze e Tecnologia Ambientale dell'Università Autonoma di Barcellona, con la seguente motivazione: per la qualità dei suoi apporti alla fondazione dell'economia ecologica, la sua analisi pionieristica delle relazioni tra ambiente ed economia, il suo approccio interdisciplinare e comparativo all'ineguale distribuzione delle risorse ambientali e il suo ruolo attivo nella promozione della giustizia ambientale. Illustrerà il profilo di Joan Martínez Alier la professoressa Nathalie Einig della nostra commissione. Prego. Buonasera. Allora, economista molto stimato, Joan Martínez Alier ha dedicato tutta la sua vita accademica allo sviluppo di un approccio interdisciplinare alle sfide ambientali, utilizzando intuizioni e informazioni derivanti sia dalle scienze sociali e umane che dalle scienze naturali. È stato presidente della International Society for Ecological Economics, della quale è uno dei fondatori, ed è considerato uno degli studiosi più autorevoli negli studi sull'ambiente. Dopo la laurea in economia all'Università di Barcellona nel 1961, Joan Martínez Alier ha proseguito gli studi al St. Anthony's College di Oxford, alla Stanford University e all'Università Autonoma di Barcellona, dove è diventato professore ordinario nel Dipartimento di Storia Economica e dove ora è professore emerito. È stato membro del comitato scientifico dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, così come visiting scholar in prestigiose università. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla conoscenza comparativa a livello globale dei problemi ambientali e delle potenziali soluzioni ad essi, e così facendo ha collegato in un modo eccezionalmente prolifico diverse tradizioni accademiche nazionali e regionali. Joan Martínez Alier ha sviluppato un approccio totalmente nuovo all'analisi dei rapporti tra le economie e l'ambiente. In particolare ha fornito un contributo fondamentale alla fondazione dell'economia ecologica come campo di studio interdisciplinare dedicato alla normazione dell'attività economica in un modo che promuove il benessere dell'essere umano, la sostenibilità e la giustizia.
In numerosi libri ed articoli egli ha analizzato in profondità la relazione tra economia ecologica ed ecologia politica, così come il ruolo della giustizia ambientale. Molto importante è il suo approccio ai conflitti ambientali e alla nozione di scambio ecologico ineguale. Tra le sue numerose e importanti pubblicazioni scientifiche, una delle più influenti è The Environmentalism of the Poor, pubblicato in 2002, basata sulla sua esperienza di ricercatore in India e America Latina. In essa, come in altre pubblicazioni, Juan Martínez Alier apporta un contributo straordinariamente originale e importante alla comprensione dei conflitti ecologici distributivi. Riconoscendo il suo contributo all'innovazione degli studi economici, gli è stato assegnato nel 2017 il prestigioso Leontief Prize per l'avanzamento delle frontiere del pensiero economico, in virtù del suo pionieristico contributo teoretico ed applicato che ha integrato nel campo dell'economia gli approcci ecologici con quelli attinenti allo sviluppo e alla giustizia. Inoltre, egli è stato estremamente attivo nella diffusione dei risultati della ricerca e nella promozione della giustizia ambientale. L'Atlas of Environmental Justice, che egli codirige, è una base dati liberamente accessibili sui principali conflitti ecologici e sulle loro espressioni culturali, che rappresenta un'utilissima fonte sia per studiosi di diverse discipline che per professionisti. Avete notato che Juan Martínez Alier è un economista, cioè un caso rarissimo nella storia dei premi Balzan, e siamo molto contenti di aver riuscito ad introdurre questa disciplina. E egli è anche il promotore di un approccio interdisciplinare, specialmente tra scienze della natura e scienze dell'uomo e della società. Perciò è un premiato particolarmente adatto ad una novità che abbiamo introdotta quest'anno, cioè per la prima volta nella storia del premio Balzan e anche forse la storia dei premi internazionali, 2 dei 4 premi in 2 aree disciplinari distinte hanno un denominatore comune. Abbiamo scelto come tema comune sfide ambientali. Questa innovazione è stata immaginata in modo di rendere più vicine delle discipline che non comunicano facilmente. Dobbiamo dire che questo esperimento di 2 premi congiunti è risultato particolarmente soddisfacente per entrambi i sottocomitati e che speriamo di poter riprodurlo in futuro. Grazie. Il vincitore del premio Balzan 2020 per sfide ambientali per quanto riguarda scienza dei materiali e energie rinnovabili è Jean-Marie Tarascon, cittadino francese nato nel 1953, professore al Collège de France dal 2014, cattedra di chimica ed energia dello stato solido, con la seguente motivazione: per i suoi eccezionali contributi alla ricerca di base applicata nel campo dell'accumulazione elettrochimica di energia elettrica, per i suoi lavori che rapidamente hanno reso disponibili batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici e migliorato la capacità di gestire l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili intermittenti, per la sua spinta allo sviluppo di batterie agli ioni di sodio rispettose dell'ambiente. Il coordinatore del gruppo di lavoro che ha esaminato
questo tema scienza dei materiali per energie rinnovabili è il dottor Carlo Vis, che però oggi è in remoto, e quindi il profilo di Jean-Marie Tarascon verrà illustrato da Sird Clothing. Grazie. Thank you, Professor Mariani. As mentioned by Professor Mariani, I'm giving this presentation on behalf of Professor Carlo Vis, who was the coordinator for this prize and who has prepared this presentation. As mentioned by Professor Mariani, the prize winner of the 2020 Balzan Prize Material Sciences for Renewable Energy is Professor Jean-Marie Tarascon, an outstanding scientist and an innovator. He was born in France in 1953. He did his PhD in solid state chemistry in 1981 at the University of Bordeaux. And then he started off in the US at Cornell University and later at the Bell Labs, later Belcorn. This Bell Labs has really been a hotspot to develop innovative things, something similar to the Philips Research Lab in Europe. Fortunately enough, Professor Tarascon at a certain moment was attracted again to Europe, and after setting up a research team, a few years later, he was nominated as a professor of chemistry at the University of Picardie in Amiens. And from June 2013, he has been holding the chair in chemistry of solids energy at a very prestigious Collège de France. A few aspects of the motivation. The prize has been awarded to Professor Tarascon for his exceptional contributions to basic and applied research in the field of electrochemical energy storage. In this domain, there is no wall between fundamental science and applied science. It's all frontier science. Another very important element for which he has been recognized is his work which led to the rapid availability of lithium-ion batteries for electric vehicles. And he made the storage and the delivery of electricity produced by renewable sources more appealing. I think that's a very important element. And of course, for his leadership in the development of sodium-ion batteries, which are more environmentally friendly and more adapted to stationary storage for large-scale smart electricity grids. So this is a domain, basically, where the energy transition goes hand in hand with environmental change, with the Green Deal. And if you look to this slide here, you see the schematics of where it's all about, the lithium-ion battery. It's a little engine in itself, but it has very innovative components. The electrodes, the negative one is a graphitic carbon that holds the lithium in its layers, and the positive one is a lithium intercalation compound, usually an oxide because of its higher potential that often is characterized by a layered structure. What is also quite innovative in this battery are the separation by the electrodes or by a non-aqueous electrolyte that transports the lithium ions between the electrodes. So you see in this battery, you see the combination of very important elements with each basically involve a massive amount of work to basically set up and design a system that is working. And that also is invoking a high level of theoretical insight. A few elements in this should be mentioned here. The electrodes, first of all, should contain only abundant and non-toxic elements to keep things environmentally relatively friendly. What is also important is that the compounds constituting the electrodes, they
are the result of theoretical considerations, reflecting a deep fundamental insight in the intrinsic physical and chemical properties of the elements and ions, experimental approaches, and what is important, that these polyanionic compounds without cobalt, which is a major polluter, basically make things real. And what you will see in the next slide is the outcome of this multidisciplinary scientific and technological quest, in which Professor Tarascon and his team has really been the game changer. And if you look to this diagram, you see in the corner the lithium-rich oxide. You see basically even more effective than the ones with the cobalt in it. So what is important, that this work has resulted in a relatively short lifespan to something that can be worked out in practice due to the abundance of the elements, the low cost, and the use also for large scale use of renewable energy. First of all, you have to store it, and this is a crucial step in that. Professor Tarascon has also been a very effective team leader and really the builder of a community on a field which he has been initiating. He is doing this not only on a national level in France, where he established a network for research and technology in the electrochemical energy storage, which was founded in 2010, which gathers 17 national laboratories, 15 industry partners. So this is academia-industry cooperation really in reality, and a number of government-funded organizations. But he also built this out into the domain of training students and researchers through the creation of an Erasmus Mundus joint master degree on a full European scale. Very important, clearly, to have such an eminent scientist in Europe, where the connection between research and innovation is important for our future. I'd like to finish here with a quote from his inaugural lecture at the Collège de France in 2014, where he is expressing his vision. The theory and experiments, they are a wonderful pair, but it's also worth noting, according to him, that it has also to be used to make something useful. And the nice thing is that this has come out in a bottom-up approach. And I think that is very important to basically in carrying out frontier research. He quotes himself a citation from Kenneth Wilson, physics Nobel Prize laureate, who states that the most complex problems in science can only be resolved through the full collaboration of the entire international scientific community. And it's very clear that we can expect a lot more to come from our prize winner. It's very clear that this vision will lead to further discoveries in the search for energy resources of our planet and preserving it for future generations. And it's also very clear that there will be a very strong interface with the prize awarded in the other committee in the domain of social sciences, with the choice for the Balzan Prize laureate in ecological economy. Thanks for your attention. A completamento di questa illustrazione dei premi di quest'anno, volevo ricordare che per decisione del Consiglio della Fondazione Internazionale Balzan Premio di Milano, e come avviene dal 2001, metà dell'ammontare dei 4 premi Balzan appena annunciati verrà utilizzata dal premiato
per realizzare progetti di ricerca che coinvolgono giovani ricercatori e studiosi. E questa è una caratteristica del premio Balzan che lo distingue da tutti gli altri premi internazionali. Passo adesso a annunciare i titoli delle materie premiande del 2021. Sono come al solito 4 titoli. Per le scienze sociali e umane i primi 2 titoli, studi sull'Olocausto e sul genocidio, e poi arte e archeologia del vicino Oriente antico. Per quanto riguarda invece la sezione delle scienze naturali, microbioma in salute e in malattia, gravità, aspetti fisici e astrofisici. Anche nel 2021 i premi Balzan avranno un valore di 750.000 franchi svizzeri ciascuno, divisi in 2 parti uguali, uno per il premiato e l'altro per un progetto di ricerca. Le materie variano ogni anno e spesso riguardano ambiti scientifici o interdisciplinari, così da privilegiare filoni di studio e ricerca innovativi, che superano i confini delle materie tradizionali sia nella sfera umanistica, lettere, scienze morali e arti, che in quella scientifica, scienze fisiche, matematiche, naturali e medicina. Questo conclude la nostra presentazione dei premi Balzan 2020 e volevo adesso ridare la parola ad Alberto Quadrio Curzio per introdurre il professor Hoffmann. Grazie Presidente, ma introdurre il professor Hoffmann non è possibile perché è talmente noto sia nel campo della scienza sia nel campo più generale di quella che è la cultura che sarebbe comunque inadeguata la mia presentazione. Io lo invito subito a prendere posto aggiungendo 2 parole. Innanzitutto la sua presenza qui oggi significa molto anche per la città di Milano, a mio avviso. Significa molto perché la città di Milano ha sofferto parecchio nella vicenda di Covid-19 e tuttavia io credo che il sistema sanitario e scientifico abbia reagito bene, nei limiti in cui un evento così imprevisto e improvviso ha richiesto un po' di tempo per adeguare quelle che sono le reazioni scientifiche e sanitarie all'evento stesso. Sono anche molto contento che la sua presenza, peraltro è una conseguenza ovvia, troverà un riscontro adeguato nella stampa. La stampa è importante perché rende noto a un ampio pubblico di che cosa si sta parlando, chi sta parlando. E mi farà molto piacere in particolare leggere nei prossimi giorni, probabilmente sabato, una lunga intervista che Alberto Mantovani farà al professor Hoffmann. Quindi rinnovo il mio profondo ringraziamento per la sua presenza, che conferma la sua sentita appartenenza alla comunità della Balzan e subito gli passo la parola. Grazie. Merci beaucoup, monsieur. Je parlerai français à la demande de monsieur. Alors, ce qui est bien entendu très agréable. Et le titre que nous présentons ici est un titre qui est très ambitieux, mais je voulais vous parler d'un problème qui nous préoccupe tous, mais dans un contexte un peu historique et de sciences humaines à la fois, et pas seulement rentrer dans les détails des voies de contrôle de l'expression des gènes, mais prendre un peu avec vous du recul. Alors, on m'a donné 20 à 25 minutes. Ça peut short, mais je pense que je ferai mon possible pour passer un message dans ce temps-là. Alors, j'espère que vous voyez bien, monsieur, je m'approche de vous. Restez assis là. Je m'appuie sur vous comme ça. Alors, vous voyez, nous allons parler, le plan d'exposé, les infections et leur rôle dans l'espérance de vie des humains. C'est au fond ça le premier problème qui se pose à la science, à la médecine et à nous tous. Je ferai un bref rappel sur le progrès de la médecine dans ce contexte. Ensuite, je mentionnerai les grandes pandémies de l'histoire et montrer leur importance. Et vous allez voir que nous ne sommes pas les seuls à nous trouver en face de ces problèmes.
Ensuite, l'apparition de SARS-CoV-2 et Covid-19, infection, inflammation et réponse immunitaire dans ce contexte, molécules antivirales et vers des vaccins. Ensuite, des réflexions et des conclusions dans 20 minutes ou 19 minutes. Bien, alors, une première diapositive qui est très classique. Ce sont des études qui ont été faites après 2000 où on a essayé de voir l'évolution de l'espérance de vie des hommes du paléolithique à nos jours. Alors, espérance de vie, c'est le temps qui se passe entre le moment où on naît et le moment où on arrête de vivre. Alors, on a évidemment des valeurs du paléolithique, du néolithique, etc. On les a mis dans cette diapositive. Vous voyez bien les couleurs comme ça? Bon, alors c'est bien. Alors, au paléolithique, donc moins de 10 000 ans, vous voyez la courbe bleue. Vous voyez que la moitié des gens étaient morts à l'âge donc le trait rouge, à l'âge de 20 ans, 22 ans. Évidemment, il y avait toujours des gens qui vivaient tardivement, donc des Méthusalem là-dedans. Et ensuite, nous montons au néolithique, 3000 à peu près, et vous voyez que rien n'a changé. L'espérance de vie est restée la même. Alors, une valeur plus récente, à Breslau, il se fait que cette valeur était disponible. En 1690, Breslau se trouve actuellement en Pologne, et vous voyez, il n'y a toujours pas de changement. Les gens n'en sont pas conscients. Mais entre le néolithique, le paléolithique et les valeurs actuelles, vous voyez, il n'y a pas de changement véritable. Ensuite, Liverpool, 1860, c'est-à-dire moins de 200 ans. Vous voyez Liverpool, 1860, on a toujours une valeur à peu près semblable. Et tout change en l'espace de 100 ans, 150 ans. Nous montons de valeurs moyennes, donc des décès autour de 20-25 ans. Les soldats de Napoléon rarement dépassaient les 25 ans, et pas seulement pour les batailles, qu'il gagnait de toute façon, mais vous voyez, alors, une question qu'évidemment que tout le monde s'est posée longtemps, comment se fait-il qu'en l'espace de 150 ans, ou moins encore, on a triplé l'espérance de vie des hommes par rapport à des milliers et des milliers d'années auparavant? Alors, donc je continue, les premières grandes sources de mortalité au cours de l'histoire étaient, et de très loin, les maladies infectieuses, avec des pics fréquents d'épidémies. Voilà, on y arrive. Par la peste, la variole, le typhus, le choléra, etc. La mortalité infantile due aux infections était énorme. J'ai été récemment en Chine et dans la vallée du Yangtze-Kiang, vers 1850, sur 2 ans, sur un enfant qui naissait, il avait 50% de chance d'atteindre l'âge de 5 ans. Avant l'âge de 5 ans. La moitié des enfants étaient morts avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Alors, l'origine des maladies restait inconnue pendant des millénaires, était généralement attribuée, vous le savez, aux puissances divines, surtout en Italie, qu'on implorait alors dans les temples, bon ça c'était en Grèce, dans les églises, puis dans les mosquées. Voilà la situation. Et ce n'est qu'au milieu, à partir du milieu du XIXe siècle, que les découvertes de la biologie et de la médecine ont permis de comprendre l'origine microbienne de ces maladies. Je cite juste le nom de Pasteur et de Koch, mais il y a toute une série de grands personnages de l'époque. Et à ce moment-là, 3 éléments essentiels ont contribué à partir de là à combattre efficacement les infections microbiennes. Ces 3 éléments sont d'abord l'hygiène, asepsie, antisepsie. Et c'est tragique de voir aujourd'hui que finalement dans la moitié du monde, on n'a toujours pas intégré le fait que ce problème, que c'était un des grands problèmes de la contamination. La vaccination. On estime aujourd'hui, retenez ce chiffre, si vous discutez avec des collègues autour de vous, des personnes autour de vous, on estime qu'à peu près 1,5 milliard de vies ont été sauvées par la vaccination. Alors c'est un peu triste quand on voit qu'il y a des gens qui restent opposés à cette façon formidable. Et puis les antibiotiques. Alors, vaccination, c'est assez récent. Ce n'est que vers 1900 que ça a été vraiment employé dans les villes, normalement. Et les antibiotiques, les antibiotiques ont vraiment commencé à jouer un rôle important à partir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la pénicilline qui était le fer de lance de ces travaux-là. Alors, cette glorieuse période, j'espère que je vous ai convaincu sur cet aspect-là, a été suivie par un siècle de recherche sur les réactions de défense antimicrobiennes. Et ces réactions de défense ont jeté les bases actuelles de notre compréhension cellulaire et moléculaire des défenses.
Et le résultat important de la découverte chez les vertébrés fut, les vertébrés représentent 5% des espèces animales sur Terre. Tout le reste, c'est des invertébrés, dont évidemment les insectes représentent la masse au point de vue des espèces. Donc les réponses antimicrobiennes coexistent et s'épaulent mutuellement. Il y a deux réponses. La réponse innée et la réponse adaptative. Et nous avons besoin de ça tout à l'heure quand nous entrerons dans le domaine du Covid. Donc deux réponses. La réponse innée, elle est commune à tous les organismes vivants sur Terre, et l'adaptative est apparue avec les poissons, disons vers 450 millions d'années, et nous avons montré, d'autres ont montré, mais là, nous étions impliqués, avons montré que la réponse immunitaire innée est requise pour que l'adaptative se mette en route. Elle a besoin d'un signal de la part de l'immunité innée. Alors, je suis obligé, mais très rapidement, de vous parler des défenses antimicrobiennes telles que nous les percevons aujourd'hui, parce qu'il y a toute une série d'ambiguïtés à ce niveau-là. Donc, la réponse immunitaire innée, prenons simplement ce qu'on appelle la phagocytose, c'est un terme qui a été créé par Metchnikoff. Donc, phagocytose veut dire qu'une cellule se jette sur un microbe, par exemple, et l'absorbe et le mange, le détruit. Alors là, il y a les macrophages. Je n'entrerai pas là-dedans, autrement on n'aura pas le temps, les neutrophiles, etc. Les cellules dendritiques, c'est très important aussi, mais ça, c'est celles-là qui font le joint entre l'immunité innée et l'adaptative qui apparaîtra ici dans un instant. Et puis cellules NK, on n'a pas le temps. Mais enfin, c'est très bien compris aujourd'hui. Et il y a un faible nombre de récepteurs, ce qui veut dire que c'est un point important. La réponse immunitaire innée répond très facilement à tous les microbes. Très facilement, peut-être pas, mais répond, donc il n'y a pas une différenciation très subtile, contrairement à la réponse adaptative qui vient dans cette partie-là. La réponse adaptative, on dit adaptative parce que nous allons voir ensemble, elle a une mémoire et elle s'adapte en fait au premier type de pathogène qu'elle a rencontré. Elle s'adapte, c'est-à-dire elle va, grâce à la mémoire, elle répondra mieux à une nouvelle infection. Alors là, il y a un vaste répertoire de récepteurs hautement spécifiques. C'est basé sur des techniques extrêmement, ou des méthodes extrêmement subtiles de notre organisme. C'est des réarrangements de fragments de gènes. C'est très bien connu aujourd'hui. Je passe parce que je sais que dans notre auditoire, nous avons des gens qui sont très bons en ondes gravitationnelles, mais peut-être pas en immunité adaptative. Alors, donc, pour que ça reste clair. Et là encore, il faut une chose qui est important pour qu'on se comprenne jusqu'à la fin de la soirée, enfin pas la soirée, à la fin de mon exposé, très important de voir que dans la réponse adaptative, qui a une mémoire, il y a deux éléments. Celui qu'on appelle humoral, c'est-à-dire qui est dans le sang, ce sont les anticorps, qui sont produits dans les lymphocytes B. Et la cellulaire qui est produite, qui est responsabilité des lymphocytes T, alors là nous avons des cellules cytotoxiques, qui tuent les cellules infectées et qui font également un rôle auxiliaire dans lequel nous n'entrons pas. Mais j'insiste sur ce plan-là parce que tout à l'heure, dans une interview dans laquelle j'ai dû passer, on parlait des cellules qui tuent, mais il y a des cellules qui tuent, les NK, Natural Killer Cells, et celles-ci, les cellules T, mais seules les cellules T ont une mémoire, ce qui change complètement évidemment la donne pour la survie à une infection. Voilà, donc ceci étant posé, nous allons maintenant, avant d'entrer dans le vif du Covid, ou de la Covid, comme l'Académie française veut qu'on dise aujourd'hui, les grandes pandémies de l'histoire. Alors d'abord, la première, là je parle évidemment du monde occidental et de ce que nous avons lu. Quand je parle de ces choses-là en Chine, ils sont désolés, ils disent « oui, mais attendez, on avait ça bien avant vous ». Alors la peste d'Athènes, elle est très importante à beaucoup de niveaux pour ceux qui viennent du domaine des humanités, très importante dans la mesure où c'est elle qui est responsable certainement du déclin d'Athènes. Parce que, bon, ça s'est passé, elle a commencé à 430, c'était le début de la guerre du Péloponnèse, et Athènes, qui a perdu le tiers de ses habitants, mais surtout aussi des soldats, Athènes ne s'est jamais totalement remis de cette affaire. Alors, je reviens dans un instant sur cette peste qui m'a beaucoup marqué. La peste antonine, bon, ça j'irai un peu plus vite. Alors, on pense finalement qu'il s'agissait du typhus ici et pas
de l'agent de la peste que nous connaissons bien maintenant, Yersinia pestis. Alors, la peste antonine, 10 millions de varioles, c'était probablement la variole. Ensuite, la peste justinienne, que tout le monde connaît bien, qui a induit au moins 25 millions de morts. Vous voyez, ce sont des chiffres importants, hein, et sur des populations qui représentaient peut-être le 10e de ce que nous sommes sur Terre actuellement. Alors, elle a contribué largement à la fin de l'Empire romain d'Occident. Ça ne s'est pas passé, l'Empire romain d'Occident n'est pas mort en 542. Je sais que les Vandales ont démoli Rome pour la première fois en 416. Et cette peste a également beaucoup affaibli l'Empire byzantin, qui en plus, 100 ans après tout le malheur de cette peste, a dû affronter les dynamiques arabes qui montaient et puis qui ont finalement contribué largement à affaiblir l'Empire byzantin. La peste noire, avec de nombreux retours, 30 millions de morts en Europe, contribue à la fin de l'Empire byzantin cette fois-ci. Sans cette peste-là, il est fort à parier que l'Empire byzantin n'aurait pas disparu à ce moment-là. C'est loin. That's my guess. Alors, la grippe espagnole, c'est plus récent, mais 50 millions de morts. Vous imaginez ce que c'était une grippe, mais qui est tombée sur un continent, le continent européen, qui était au bord de la famine, qui avait perdu énormément de gens, etc. L'économie était beaucoup plus bas qu'en ce moment, l'économie européenne. Alors, et ensuite, le choléra, je passe, et la grippe asiatique qui a entraîné 100 000 morts en France, juste en France, les autres chiffres je ne les ai pas trouvés, et finalement le sida. L'estimation actuelle est que le sida a tué 40 millions de personnes. Nous sommes toujours très loin du Covid, mais nous allons maintenant l'aborder, le Covid. Alors, vers la fin 2019, subitement, une série de cas de pneumonie virale atypique ont été observés à Wuhan et soupçonnés d'être en rapport avec un marché de fruits de mer. C'est plus ambigu cette histoire-là, mais des indications précises ont montré que l'agent de cette maladie circulait à l'époque également sur la côte ouest des États-Unis, n'en déplaise à M. Trump, et peut-être déjà en Europe. Peut-être déjà, il y a des indications qu'il y avait déjà le germe ici en Europe de l'Ouest. Mais ça, de toute façon, je vous assure qu'il y aura des livres importants qui vont être écrits là-dessus d'ici 3-4 ans. Et la discussion, la dispute, où ça a commencé et qui, etc., va durer pendant pas mal de temps. Alors, la première signalisation de l'OMS était le 31 décembre, et publication de la séquence nucléotidique par les chercheurs chinois le 10 janvier 2020. C'est un point très important qui est un peu négligé des fois dans les discussions que vous entendez, parce qu'à partir du moment où vous avez la séquence nucléotidique, qui n'est pas énorme, c'est 30 000 nucléotides, vous pouvez faire des tests très facilement. Et l'entreprise Moderna, dont vous entendez le nom souvent, ils ont dit que 4 jours après la publication des Chinois, ils avaient déjà reconstitué le génome, ils pouvaient faire des tests. On aurait pu le faire très très bien aussi en France. Et à Strasbourg, on avait proposé, il y a beaucoup de laboratoires, la PCR c'est quelque chose de banal dans un laboratoire de biologie moléculaire. On aurait pu, dès cette période, faire des tests. On dit non, on ne peut pas. Bon, et alors la pandémie a été déclarée par l'OMS en 2020. Et alors, je dis, à ce moment-là, comme au temps de l'Antiquité et du Moyen-Âge, nous nous trouvions soudainement confrontés, une fois de plus, à une pandémie. Nous ne pouvions plus invoquer les puissances divines. Enfin, certains ont pu le faire, mais enfin la plupart n'ont plus fait. Aller au temple, faire des sacrifices, car nous savions rapidement que le coupable était un coronavirus. Alors, voici la peste à Marseille. Que faire ? Que faire ? Il y a que, nous parlons d'une situation dans laquelle nous nous trouvions tous en Europe et à travers le monde, il y a à peu près 8 mois. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Alors, je retrouve la phrase « Cito longe fugeas, tarde redeas ». C'est une phrase qui est attribuée à Hippocrate. « Vite, fuis loin, ne t'empresse pas de revenir, ne t'empresse pas de revenir ».
Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'Hippocrate vivait au moment de Thucydide, au moment de la peste d'Athènes, à laquelle j'ai référé tout à l'heure. Et c'est aussi à ce moment-là que Thucydide, qui a écrit donc la guerre du Péloponnèse en 30 volumes, et dans lequel il y a un moment qui est absolument émouvant de lire là-dedans. Il disait c'était affreux, quand les gens mouraient, on ne savait pas quoi faire, on allait dans les temples, sauf certaines personnes qui avaient eu la maladie pouvaient s'occuper des malades, ils ne risquaient pas une rechute. Ça, c'est à mon avis le début de l'immunologie. Donc en 400, enfin cette partie il a écrite, c'est entre 430 et 400, donc c'est à ce moment-là qu'on a compris. Donc ça fait 2500 ans, 2400 ans, on sait qu'il y a une mémoire d'une première infection et que cela peut protéger contre le... Voilà, ça c'est un peu la base. Alors maintenant, j'attaque. Alors attendez voir, qu'est-ce que... Ah, oui, alors, nous étions comme à l'époque Hippocrate et Thucydide, et Périclès était déjà mort, il est mort quelques années auparavant. Nous ne disposons pas de médicaments efficaces contre le virus. Il faut savoir, il n'y a pas de médicament antiviral direct. On en parlera dans un instant. Contrairement aux antibiotiques qui tuent les bactéries, et les antifongiques qui tuent les champignons, etc. D'ailleurs, la raison est simple, on reviendra là-dessus. Alors, nous n'avions pas de médicaments efficaces directement, et d'autre part, nous ne disposions pas d'un vaccin. Donc, vous voyez, il y a 8 mois, nous étions tous ensemble à travers le monde dans la situation d'Hippocrate et de Thucydide. Et avec une grande différence cependant, c'est que la science biomédicale avait avancé de façon dramatique. Et je dis souvent que les avancées biomédicales entre 1950 et maintenant sont plus importantes que celles entre l'époque de Thucydide et 1950. Bon, alors, maintenant on attaque le monstre. Alors, le coronavirus, SARS-CoV-2, comme on l'appelle aujourd'hui, ce n'est pas le premier qui nous pose problème. Déjà, en 2002-2003, en Chine, on avait trouvé un autre virus qui attaquait le système respiratoire, donc Severe Acute Respiratory Syndrome. Et là, il y avait 8000 décès, la mortalité est de l'ordre de 10%. On va voir que c'est beaucoup plus dur que dans le cas de notre coronavirus, le numéro 2. Et puis le MERS, encore pire au Moyen-Orient. MERS, c'est Middle East Respiratory Syndrome. Moyen-Orient, 2500 décès, mais la mortalité est de 36%. C'est-à-dire que ce sont des virus qui étaient, contrairement aux nôtres, ils sont moins contagieux, mais ils sont plus mortels. Alors le nôtre, enfin celui qui nous occupera maintenant, est très contagieux par contre, mais il n'est pas tellement mortel. Nous le verrons, je reviendrai là-dessus. Alors, what's going wrong here? Vous ne m'avez pas donné un système qui n'a plus de piles. Ah, voilà. Non, j'allais dire, après tout ce qu'on a entendu sur les piles au lithium, ce serait catastrophique. Alors, il s'agit d'un virus enveloppé à ARN simplement positif. C'est très important pour les scientifiques, mais ce n'est peut-être pas important pour nous d'entrer dans ce détail. Alors, voici une photo du virus. Alors, il y a ces spikes, ces espèces de flèches qui en sortent, qui donnaient l'impression d'une couronne aux premiers gens qui ont examiné, qui ont fait cette photo, donc ça remonte à 15 ans. Le tropisme, c'est le poumon, essentiel poumon, le cœur, l'intestin, le rein, mais le système nerveux central, c'est beaucoup plus grave qu'on ne pensait au début. Hein. Ce n'est pas uniquement les poumons. Hein. L'entrée, par contre, elle est par les voies aériennes supérieures. Et, pardon. Alors, l'évolution, 30 à 40%, bon, ça dépend évidemment des régions aussi, ces chiffres ne sont jamais des chiffres pris à la Bible où tout est précis, mais 30 à 40% des personnes infectées sont asymptomatiques, c'est-à-dire on ne voit pas qu'elles sont infectées. C'est d'ailleurs ça le grand problème. À peu près autant présentent des symptômes faibles et ne nécessitent pas d'hospitalisation. Les autres personnes qui ont des symptômes plus sévères
sont hospitalisés. Parmi ceux-ci, la grande majorité peuvent sortir de l'hôpital au bout d'un temps variable. Certains malades atteints plus sévèrement doivent être intubés et placés en réanimation. Mais actuellement, moins de 1% des personnes décèdent en réanimation après une infection par le SARS-CoV-2. Alors, les profils des personnes avec évolution grave, c'est des personnes âgées de 65 ans, il n'y en a pas dans la salle, et des personnes qui ont des comorbidités, donc des problèmes qui sont avant tout cardiovasculaires, diabète, obésité, et les hommes sont plus susceptibles que les femmes. C'est un cas où les femmes sont mieux placées, clairement que les hommes. Bon, c'est une différence 40% contre 60% au niveau mortalité, et on comprend aujourd'hui de quoi il s'agit. Je reviendrai peut-être là-dessus dans une discussion s'il y en a une. Il y a 2 papiers qui sont sortis ces 15 derniers jours qui expriment, c'est dû aux hormones sexuelles. Et dans le cas présent, les femmes sont plutôt favorisées. Alors un point important par rapport aux autres coronavirus, je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci est un pathogène plus bénin, mais nettement plus transmissible. Ça, on le voit, on l'entend tout le temps. Ou 1 ou 2 jours avant, ça c'est grave, avant qu'en apparaissent les premiers symptômes, surtout quand on est asymptomatique, ils n'apparaissent pas. Vous pourrez le voir par les tests. Donc 1 ou 2 jours avant, on est déjà contagieux. Alors c'est ça un peu l'aspect vicieux de ce virus, c'est-à-dire vous pouvez l'avoir, vous ne sentez rien, mais vous êtes capable de transmettre à votre voisin. Et... Voilà, ça c'est les bases. Alors maintenant, il y a quelque chose que... Ah, voilà. On va rentrer dans un peu plus de détails. Il y a deux diapositives qui viennent maintenant. Je vous demande de faire... Enfin, de ne pas m'en vouloir si je deviens un peu trop précis, mais il y a un message général qui s'en dégage. Alors voici une cellule. J'ai ici adapté une image qui a été publiée dans Immunity il y a 3 mois. Alors, voilà l'endroit où on pense que le virus va rentrer. Donc voilà. Donc il y a la protéine que j'ai mentionnée tout à l'heure, cette protéine qui fait la couronne, qui s'appelle Spike, qu'on appelait Spike. Et celle-là interagit avec un récepteur qui est sur. Ceci est une cellule, disons, du poumon, une cellule épithéliale dans le poumon. Et donc, il y a une interaction entre Spike qui se colle sur ce qui est en rouge ici, qui est en fait le récepteur ACE2. Alors, ACE2, c'est Angiotensin Converting Enzyme. Il y en a 2, le 1 et le 2. Et ils sont présents dans beaucoup de nos cellules, notamment tout ce qui est vasculaire. Ils réduisent un peu la pression sanguine, alors que AC1 a comme résultat de l'augmenter, vasoconstricteur. Alors, ce qui se passe là maintenant, suivez-moi bien, ou suivons le virus. Le virus rentre là et là. C'est le même virus, rentre de la même façon. Ici, il rentre dans un système qu'on appelle endosomal. Et ici, il devient cytosolique. C'est-à-dire que la paroi, ici, va être dégradée par des enzymes. On connaît tout cela. Et donc, on a ici un ARN cytosolique et ici un ARN endosomal. Et ceci est absolument crucial. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'ARN cytosolique, ARN acide ribonucléique, je pense que... Alors, cet ARN va maintenant interagir avec un récepteur de l'immunité inné. On va l'appeler RLR. Ce n'est pas la peine qu'on aille dans le détail, que c'est RIC-like receptor, etc. Simplement, il y a un récepteur dédié pour l'ARN qui est dans le cytoplasme. Normalement, l'ARN n'est pas nu dans le cytoplasme. Là, il est dans le cytoplasme, il est reconnu. Ensuite, il va activer, on va sauter sur TBK1, il va activer un facteur important qui s'appelle IRF3, qui est le facteur régulateur des interférons. Nous allons parler des interférons dans 1 seconde, ou dans 10. Et c'est extrêmement important parce que le IRF3 va dans le noyau et il va contrôler l'expression de gènes qu'on appelle les interférons, voilà, c'est réponse antivirale, interféron regulated genes, et qui bloquent l'infection. Pour l'instant, on ne parle que de l'ARN du virus. Il va bloquer l'infection et protéger donc surtout au début d'infection. Alors, nous allons continuer. Oh, pardon. Zut, je retourne. Voilà. Alors, que devient l'autre ARN? Alors, donc, une partie est allée dans le cytoplasme, induit la production d'interférons. Alors, l'autre partie reste dans ces endosomes, bon, après la reprise ici en haut,
Et là, des récepteurs qu'on appelle les récepteurs Toll, qui ont été découverts dans notre laboratoire, mais il y a longtemps de cela déjà. Et alors, donc TLR3, TLR7, TLR8, peu importe pour ici maintenant. Et alors, ceux-là vont reconnaître l'ARN là-dedans et ils vont ensuite activer des cascades qui sont assez proches mais différentes de l'autre côté et qui aboutissent à la stimulation d'un autre facteur qui va induire la transcription de gènes. Et ce facteur, c'est NF-kappa-B, Nuclear Factor kappa-B, qui va induire dans le noyau la production de cytokines. Alors cytokines, cytos ou kitos, c'est la cellule, kinène, c'est le mouvement. Ces molécules vont être sécrétées à l'extérieur et vont attirer des cellules sanguines, vont faire bouger les cellules sanguines. Donc, alors, cytokines qui sont pro-inflammatoires. Alors, les noms ne nous importent pas aujourd'hui. IL1, IL6, TNF-alpha, et on a une inflammation. Alors, ce qui est intéressant à voir maintenant entre nous, c'est que nous avons en fait deux phénomènes qui sont bien distincts au début, encore que, il me manque, ah voilà, encore un troisième aspect va se superposer à cela, c'est-à-dire nous allons voir dans un instant que le virus à l'intérieur va démolir un certain nombre de cellules. Ces cellules vont libérer leur ADN, cette fois-ci pas l'ARN, et l'ADN dans le cytoplasme, c'est évidemment un danger pour la cellule. C'est perçu comme ça. Et à nouveau, l'immunité innée, ici nous ne sommes que dans l'immunité innée, à nouveau l'immunité innée a un système, peu importe l'origine de ce nom, CEGAS, qui va agir sur une autre molécule qui s'appelle STING. Alors, je pourrais vous dire, ça c'est Interferon Stimulator of Interferon Genes. Et alors, nous avons donc encore une fois un supplément d'activation, à la fois du côté de l'axe interféron et de l'axe pro-inflammatoire, qui est le plus dangereux. Alors, ce qui est saisissant dans cette image, c'est que nous avons en fait un double système de reconnaissance dans l'immunité innée, mais reconnaissance dans le cytoplasme de l'ARN et reconnaissance de l'autre côté dans les endosomes. Et le résultat est une inflammation d'un côté et une réponse antivirale de l'autre. Et cette réponse antivirale peut être significative. Nous allons en parler dans une seconde. Alors, significative en ce sens que voilà une distribution génomique du virus qui est très bien connue maintenant. Aujourd'hui, on connaît à peu près tout ici, simplement les interactions de l'ensemble du système sont encore mal comprises. Alors vous voyez, vous avez ici par exemple la partie du gène qui va coder pour la protéine spike, ici pour protéine membranaire, peu importe, mais on connaît la structure, etc. Et donc, le virus va produire une vingtaine de petites protéines qui vont être dans la cellule et qui vont alors avoir comme effet, j'essaie d'aller en arrière, encore, non, encore une fois, c'est un peu un piège que vous avez. Voilà. Alors, chacune de ces protéines va aller se coller quelque part et bloquer le système. En ce sens, donc, les interférons sont antiviraux. Pas qu'ils démolissent le virus lui-même, mais le virus ne peut pas se reproduire, ne peut pas continuer à vivre dans cette cellule, enfin, ne peut pas continuer à vivre s'il n'est pas dans une cellule. Donc, il dépend de l'activation par la cellule qui fait tout le travail pour lui. Donc, résultat, alors ceci, à nouveau, c'est bien connu, nous n'allons pas là-dedans, à ce niveau-là, vous voyez, vous avez toutes ces molécules peuvent être bloquées par les substances que je viens de vous montrer ici. Voilà. Donc ça, c'est la réponse interféron, qui dépend de la reconnaissance de l'ARN cytosolique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que là, alors nous allons prendre un exemple qui était très étudié ces temps-ci, l'inflammation dans les alvéoles pulmonaires. Voici une alvéole pulmonaire, donc l'air arrive ici en haut, le capillaire doit être placé. Le capillaire, c'est ce qui est en rouge ici. Alors, dans la cavité alvéolaire, nous avons les cellules de l'endothélium capillaire, nous avons les cellules alvéolaires, etc. Mais normalement, là-dedans, il y a de l'air, là-dedans, il y a le sang, et ici, il y a un échange entre le sang et l'air. C'est les échanges gazeux, c'est ça qui est essentiel.
Et donc tout ceci est assez bien contrôlé, il n'y a pas d'oxygène, enfin il n'y a pas de passage du sang là, dans ces alvéoles, etc. Alors, maintenant, voyons voir ce qui se passe. Alors, d'abord, il y a des dommages cellulaires. Donc, il y a des cellules qui se collent là-dessus parce que les virus ont touché cette paroi cellulaire. Je me demande, est-ce que je ne vous cache pas, pardon? Je vous cache. Mais ça, ce n'est pas tellement ma faute. Hein, parce que je n'avais pas pensé, bon, je ne suis pas énorme là, mais je n'avais pas pensé que normalement je serais là, vous voyez. Pardon? Là, ça va. Alors, monsieur, je m'appuie ici, hein, pas seulement par affection, mais pour ne pas glisser. Alors, vous aurez dû râler avant. Hein. Alors, donc, ce qui va se passer maintenant. Pardon? Parce que, en même temps, il y a des coagulations qui se font, une coagulopathie. Mais ne quittez pas parce que je peux m'appuyer comme ça. Autrement, je suis très déstabilisé là. Surtout avec des infections pareilles. Hein. Donc, nous avons des coagulopathies, et ça vous savez, vous l'avez certainement lu, beaucoup de gens qui sont malades de ce type-là, et surtout lors de l'autopsie, on constate qu'il y a des caillots sanguins un peu partout à travers le corps. Et ça, c'était une des premières descriptions déjà à Wuhan, et on ne comprenait pas à l'époque pour quelle raison. Alors, lymphopénie, je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, continuons. Ça fait partie des pièges. Ah oui, alors maintenant, le mouvement des fluides. Alors, vous voyez que maintenant, il y a ici cet endothélium capillaire, et comme les cytokines jouent le rôle de protection, donc ils demandent aux cellules d'arriver pour combattre une infection ou une inflammation. Seulement ici, dans ce système-ci, pour que les cellules puissent rentrer, elles ne savent pas où elles vont, évidemment. Pour qu'elles puissent rentrer, l'épithélium ou l'endothélium se distend, ce qui permet aux cellules sanguines de rentrer. Alors, et en rentrant, elles amènent également des fluides, et nous avons à ce moment-là un changement fondamental, c'est-à-dire nous allons dans la cavité alvéolaire, nous avons toute une série de cellules qui n'ont rien à y faire, des lymphocytes, des monocytes qui sont inflammatoires également, des neutrophiles aussi, des cellules lésées, parce que vous voyez quand ils pénètrent ces cellules-là, des lymphocytes, des monocytes, ils vont relarguer des molécules, les cellules lésées, comme vous voyez sur cette image, relarguent des molécules qui elles-mêmes seront reconnues par les cellules, par d'autres cellules, comme étant un danger et qui les incitent à reproduire d'autres cytokines. Nous avons un système qui s'emballe sans cesse, et c'est ça qu'on appelle l'orage des cytokines. Et alors, quel est le résultat de ça? Mais dans le cas terrible, dans le cas chez un nombre restreint, certes de personnes, mais quand même significatif, parce que vous savez à peu près, on dit actuellement, il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a près de 200 000, il y a plus, on approche du million de décès dans le monde de ce coronavirus. Alors, 200 000, c'est les États-Unis, oui. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Mais simplement dans l'alvéole, dont le rôle est de permettre les échanges gazeux entre le sang et ici la bronche, etc., de permettre cet échange, eh bien, à la suite de l'entrée massive de liquide du capillaire, attiré par les cytokines, l'ensemble se remplit d'eau. Et l'expression qu'utilisent les médecins qui travaillent, qui voient des gens dans les réanimations, leur expression, c'est que la personne meurt noyée. C'est au fond ça, dans le stade final, c'est à peu près ça qui se passe. Alors, nous continuons. Et alors, tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, c'est l'immunité innée. Maintenant, parlons de l'immunité adaptative, qui est au fond celle qui, en l'occurrence, nous intéresse tous le plus.
Le rôle de cette... Alors, il y a deux types, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a les cellules T et les cellules B. T parce qu'elles sont produites dans le thymus, B parce que dans la bone marrow. Et alors, qu'est-ce qu'elles font, elles? Alors là, c'est simple. Les lymphocytes T jouent un double rôle dans les défenses antivirales. D'abord, bon, il y a les CD8, ça ne nous intéresse pas en ce moment. Elles sont dites cytotoxiques. Elles tuent les cellules qui ont été infectées par le virus. Ça, c'est une action directe, antivirale. Les cellules sont tuées et tout est pris par les phagocytes. Alors, les lymphocytes 4, CD4, sont des cellules auxiliaires. Elles stimulent et soutiennent la production d'anticorps par les cellules B. Alors, cellules B, on vient dans un instant, c'est celles qui produisent les anticorps. Alors, à noter la contribution importante de cellules T aux dommages cellulaires occasionnés dans la pathologie induite au cours du Covid-19. Donc, les pathologies que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de l'épithélium ou de l'endothélium capillaire, mais il y a aussi à toute une série d'autres endroits, les cellules tuent, les T tuent des cellules, et puis tout est relargué, et tout ce qui est relargué induit à nouveau localement une inflammation. Donc c'est effectivement un système qui devient hors contrôle. Le lymphocyte B joue un rôle crucial en tant que producteur des anticorps anti-SARS, et ensuite les plasmocytes permettent d'avoir la mémoire sérologique. Alors, un autre point crucial, à la fois les lymphocytes T et les lymphocytes B évoluent en cellules mémoire, et ce ne sont que ces deux types de cellules, les lymphocytes, c'est pour ça qu'on parle d'immunité adaptative, en cellules mémoire, et qui répondent à une réinfection de façon rapide, ciblée et intense. Et ça, c'est ce qui permet le principe de la vaccination, qui n'existe, comme j'ai dit, que chez les vertébrés, et dont le système, enfin l'origine génomique du système est bien comprise, mais il n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Alors, je voudrais juste terminer en parlant de ce qu'on sait sur les molécules antivirales, et ensuite sur les vaccins où nous en sommes, ou la communauté. Alors, les molécules antivirales, il n'existe pas d'antiviral direct, genre antibiotique, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais les interférons peuvent être utilisés au début de l'infection. Alors là aussi, il y a quelque chose qui s'est récemment développé. On a compris maintenant que les interférons sont en fait, en tout premier lieu, interviennent, et probablement, quand on dit qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, je dis probablement, celles-là ont réussi, l'interféron a réussi à bloquer le développement du virus. Et chez les autres, où ils n'ont pas réussi à le bloquer, à ce moment-là, la suite des événements a lieu, ce qui donne le processus inflammatoire qui, à la fin, devient incontrôlable. Alors, les substances susceptibles de freiner tel le blocage, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a toute une série, vous entendez, vous avez lu certainement tocilizumab et anakinra, ce sont des molécules qui bloquent le fonctionnement de l'immunité innée. Et alors, ce sont des molécules qui sont autorisées, d'ailleurs, pour l'emploi en médecine, mais qui, on a espéré à un moment donné, beaucoup de gens espéraient qu'il y aurait un effet. Il y a un effet face... Remdesivir, par exemple, de Gilead, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Ça permet de freiner un peu. Mais des résultats partiels encourageants, je dis. Des résultats significatifs pour des cas sévères ont été obtenus par l'utilisation combinée de corticoïdes, dexaméthasone, et ça c'est très récent, hein, parce qu'il y a encore 3 mois, on disait il ne faut surtout pas prendre des corticoïdes, parce qu'on bloque la réponse antibactérienne, par exemple, des personnes, mais maintenant, dans des cas graves, on l'utilise, c'est autorisé depuis quelques semaines, les anticoagulants pour empêcher les coagulopathies qui, quand elles sont dans le cerveau, peuvent donner des effets terribles. Et la sérothérapie, ça c'est un autre aspect qui était... Mais ça c'est très vieux, vous savez. Sérothérapie, on faisait dans l'époque avec... On prend une personne qui a résisté à l'infection, on prend son sérum, on l'injecte dans une autre personne. Et donc ça marche, ça donne des résultats, mais qui sont, bon, les chiffres que j'ai vus, protègent en 35% des cas, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas ça qu'on veut actuellement, que la communauté veut. Alors, je mets ici un caveat
qui est très important à mon avis. Il est absolument nécessaire de tester toute molécule candidate ou tout procédé à visée thérapeutique par des essais cliniques randomisés. Randomisé, ça veut dire que le patient ne sait pas ce qu'on lui injecte et le médecin qui le traite ne sait pas non plus. Tout ça est resté secret, de sorte que ça permet à la fin qu'on ne soit pas préjugé, qu'on n'essaye pas de... Parce qu'on a humainement toujours tendance à sélectionner un peu les résultats. Avec une branche, alors en général on appelle ça le placebo, mais s'il n'y a pas de placebo, on peut prendre contre le meilleur traitement connu avant de conclure à son intérêt médical réel. Et il y a eu beaucoup de problèmes dans la littérature récente, et vous avez entendu ça à la radio, à la télévision, dans la plupart des pays, notamment les États-Unis, bien sûr. Et donc, si vous voulez, pour pouvoir dire que ce médicament, je vous ai parlé tout à l'heure de l'anakinra. L'anakinra, il bloque IL-1, mais son cytokine, mais là, si vous utilisez un test de ce système-là, complet, vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'effet, mais c'est un effet faible. Maintenant, on peut évidemment envisager, c'est ce que je dis, je pense, dans la prochaine diapositive, on peut envisager de faire une combinaison, c'est-à-dire de prendre 3 ou 4 de ces molécules. Le problème est, comme toujours en biologie, si vous avez un médicament, comme je vous ai parlé, je parlais là tout à l'heure, je n'ai pas mentionné, l'acalabrutinib, qui bloque les tyrosine kinases. Bon, ça c'est un langage de spécialiste, mais il y a beaucoup de tyrosine kinases dans le corps. Et si vous bloquez une tyrosine kinase, vous allez aussi en bloquer d'autres. Vous avez ce qu'on appelle des effets collatéraux, side effects, comme disent les Britanniques, mais qui sont souvent très négatifs. Voilà, alors maintenant vers les vaccins anti-SARS. Alors là, donc il y a 2 approches, je passerai. Vous avez vu, il y a des approches sur des protéines natives recombinantes, ou alors des bouts de gènes qui sont introduits dans un virus qui n'est pas dangereux, l'adénovirus désarmé, ARN, ADN, etc., ou des fragments des fragments de gènes introduits dans les vecteurs classiques. Alors c'est ça qui vous explique qu'il y a tant d'essais, il y en a énormément actuellement. Alors au niveau vraiment assez clinique randomisé, je pense que le chiffre est de l'ordre de 150. Et la séquence antigénique ciblée par tous les groupes, ou la plupart des groupes pour l'instant, c'est la protéine Spike. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. J'ai dépassé mes 25 minutes. Non, mais je suis vers la fin. Là. La protéine Spike, que nous avons vu, qui donne la belle couronne, qui interagit avec le récepteur de l'ACE2, mais ça, c'est tout à fait par hasard. Hein. Et ça vaut... chaque fois, cette interaction n'est pas... Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque part, à un moment donné, le créateur ait dit on va faire ça, comme ça les gens sont embêtés par le coronavirus. C'est simplement la structure. Tout ceci est de la chimie. N'en déplaise aux écologistes. Mais toute la biologie, c'est de la chimie au départ. Et donc l'interaction ici est tout à fait randomisée. C'est-à-dire l'interaction entre la protéine Spike et le récepteur de l'ACE2, qui est très distribué dans le corps, ce récepteur. Hein. Il est dans beaucoup de tissus, c'est pour ça que c'est tellement dangereux. Et ça, c'est le hasard de l'évolution. Et alors, d'autre part, il y a des recherches d'anticorps neutralisants qui bloquent l'entrée du virus et des réactions cellulaires T qui tuent les cellules infectées. Alors, c'est sur ce plan-là qu'au cours des toutes dernières semaines, et je n'aurais pas eu le courage de faire ces diapositives sous cette forme-là, ce n'est qu'il y a 5 articles qui sont sortis de très bons laboratoires, et parce qu'évidemment ça attire les très bons laboratoires, non seulement académiques, mais aussi au niveau industriel ou pharmaceutique, disons. On a maintenant la preuve que l'entrée du virus peut être bloquée par des anticorps et par des réactions cellulaires T. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire que nous sommes là en présence de molécules mémoire, de cellules qui ont une mémoire, qui peuvent avoir une mémoire. Ce qui veut dire, si ça marche, nous avons l'espoir qu'on pourra obtenir de vrais bons vaccins. Vaccins, ce n'est pas seulement les anticorps. Ça, c'est aussi une erreur qui a été introduite par les journalistes. Les cellules B cytotoxiques jouent probablement un rôle plus important.
Et le taux de ces cellules chez les femmes âgées, ce qui n'est pas le cas ici, mais ce taux de ces cellules est plus important que chez les hommes âgés, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, bon, les 3 grands efforts aux États-Unis, Europe et en Chine. Alors, j'ai eu ce matin une conversation avec un groupe de cantons, et eux disent qu'ils vont pouvoir vacciner, en tout cas, le personnel soignant avant Noël encore. Alors, aux États-Unis, si vous écoutez M. Trump, ce sera pour ses élections, son élection. Et donc, mais enfin, de toute façon, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que cette phrase-là est, à mon avis, la plus importante. On a, de façon indépendante, montré dans toute une série de laboratoires de haute qualité, dans de très bonnes universités, on a montré qu'on peut induire une réponse adaptative, protectrice. Alors, on n'a pas encore fait sur des personnes, mais enfin, ça vient. Il faut imaginer que ça ne fait que la structure et tout ça n'est connu que depuis 8 mois et que maintenant on a déjà la possibilité. Alors, quelques réflexions pour terminer. Alors, maintenant, après tout ce que j'ai dit, c'est peut-être un peu banal de reprendre. C'est une zoonose, ça veut dire que ça vient d'animaux, probablement de chauves-souris, peut-être avec un autre intermédiaire, etc. Mais ce n'est pas une question que ça a été mal géré au niveau de laboratoire à Wuhan, laboratoire installé par l'Institut Pasteur, donc c'est encore pire. Et donc la maladie est vicieuse par le fait qu'elle est indétectable au début alors qu'elle est déjà contagieuse. Et c'est ça pour aller t'expliquer ça à des jeunes qui fêtent un anniversaire, disent ben non, de toute façon, c'est un problème pour les âges, disent les vieux, mais nous, on est jeunes, on ne risque rien. Mais en fait, peut-être qu'eux-mêmes ne risquent rien, mais qu'ils transmettent activement le virus. Donc il faut vraiment être... Alors, elle touche cependant qu'une fraction faible de la population. Ça, c'est vrai. Hein. Les raisons de ceci sont à l'étude. Pourquoi est-ce que... Alors, on s'est beaucoup excité, je termine là, on s'est beaucoup excité pour savoir ce que fait cette infection, mais on a encore moins étudié pour l'instant ce qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire pour quelles raisons, chez certaines personnes, rien ne se passe. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Donc, les réactions croisées avec des anticorps d'infection précédentes. Alors, il y a quatre autres coronavirus en dehors des 3 que j'ai mentionnés. Et c'est une idée, ce n'est pas prouvé pour l'instant, que si vous attrapez un de ceux-là, qui en général ne donnent pas d'effets très négatifs, donc ceci pourrait protéger, je ne le crois pas trop. Alors, protection par l'immunité innée variable selon les individus, et surtout selon l'âge. Bon, ça c'est certain. Alors, il ne faut pas s'étonner, je veux dire, c'est pas... Comme disait mon père, la vieillesse n'est pas une tare et la jeunesse n'est pas un mérite. Alors, donc il est vrai, notre corps, et certains d'entre nous rendons compte déjà, notre corps vieillit à tous les niveaux. Et donc, notamment le système immunitaire vieillit aussi. Et donc, il devient moins efficace. Alors, c'est peut-être ça une explication. En tout cas, dans certains cas, ça pourrait l'être. Alors, chez les femmes, donc, d'après un travail qui est sorti la semaine passée, chez les femmes, l'explication serait que les cellules T sont plus fortes et plus violentes grâce aux hormones stéroïdes des femmes à un âge avancé, contrairement à ce qui se passe chez l'homme. Alors on ne peut pas exclure que des modifications dans le récepteur. On se fixe pour l'instant essentiellement sur le virus, mais il y a aussi des modifications dans le récepteur, il y a aussi des mutations là qui peuvent aussi être... Mais enfin, tout ceci, vous voyez, j'ai mis beaucoup de points, ça reste à vérifier. Et la dernière qui ne veut pas venir, ah, la voilà. Alors, la recherche de molécules antivirales dont j'ai parlé, c'est en fait ce qu'on appelle le repositionnement de molécules existantes à activité antivirale démontrée pour certains virus, s'est révélé pour l'instant décevante. Mais une stratégie combinatoire pourrait être partiellement au moins payante, mais ça n'a pas été fait encore. Par contre, et ça c'est ma toute dernière phrase, sur le front de la production d'une immunité humorale, production d'anticorps et d'une immunité cellulaire, cellule T, les progrès récents sont certainement prometteurs dans de nombreux laboratoires. Et c'est ça, retenez, ça c'est mon message final, ce sont les cellules B et T sont des cellules mémoire. Et elles vont, lors d'une réinfection, réagir avec beaucoup plus de force, etc. Et ça c'est, je ne sais plus qui
qui terrasse le dragon. Et nous allons y arriver. Moi, je suis absolument, honnêtement, j'ai passé par plus d'interviews ces jours-ci que je n'aurais aimé, mais toujours les questions reviennent, sont toujours les mêmes. Mais bon, on dit oui, il y a 2 ou 3 cas de réinfection qui sont quand même... Oui, pardon, en biologie, vous n'avez pas, ce n'est pas comme dans d'autres disciplines en biologie, c'est extrêmement variable d'abord, chaque chose est variable. Aucun de nous ne ressemble totalement à l'autre. Bon, soit. Alors, je pense que, très honnêtement, et vous pouvez me croire, parce que je n'ai aucune raison, ce ne sont pas nos travaux ici, c'est aucune raison de surestimer, surévaluer ce que je vous ai dit, mais je suis personnellement convaincu que d'ici, alors, combien de temps, c'est toujours un peu aléatoire de dire ça. Moi, je dirais que certainement pour le personnel soignant, si ce n'est pas à Noël, ce sera à Pâques qu'on pourra les vacciner. Et je pense que pour la population générale, bon, ce seront des problèmes politiques, là, et ce sont pour la population générale, ça devrait au cours de l'année 2021. Mais je vous jure, je viendrai encore en 22 ici, 1922, pour le prix, en 2022. Et vous me prenez au mot alors, hein. Je suis sûr qu'à ce moment-là, ce problème sera surmonté. Et pourquoi je suis sûr? Mais simplement, là, ça fait encore un dernier mot que je dis, simplement parce que, vous voyez, nous sommes en face d'une situation qu'à quelques détails près, on commence à bien comprendre. On voit de quoi il s'agit. C'est presque aussi simple maintenant que les batteries à lithium. Et alors là, je m'avance. Mais on n'est pas perdu. Et on est dans une situation dans laquelle l'humanité n'était jamais. On a des techniques de génie moléculaire, de biochimie, de reproduction, etc., qui sont fantastiques. L'humanité n'avait jamais ça. Elle a connu des pandémies, mais elle n'avait pas les outils que nous avons aujourd'hui pour les combattre. Thank you so much for your attention. Prego. Questa bellissima lezione. Abbiamo tempo per un paio di domande, se ci sono nella audience. Qualcuno vuole chiedere in italiano? Anche in italiano. Prego. C'est quoi un virus bénin? Parce que là, on parle toujours des problèmes des virus, donc et là, vous parlez de quelque chose de bénin, c'est un peu surprenant. Non, mais le bénin, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, vous rassurer. Et il y a, donc, nous avons de l'ordre de 10 puissance 13 cellules dans un corps normal. Je dis corps normal, je ne sais pas. 13 puissance 13, hein, ça fait 100 000 milliards de cellules. Et on a 10 fois plus de bactéries. Le microbiote, comme on dit, 10 fois plus, c'est-à-dire c'est 10 puissance 15 maintenant. Et nous avons encore entre 10 et 100 fois plus de virus dans notre corps, à chaque moment. Quand vous allez au Japon, ou même quand vous allez au Luxembourg, dans le train, vous allez avoir un contact avec des millions de virus différents, sans être malade. Vous rentrez d'un voyage en Chine ou en Japon sans être malade. Alors que vous avez, en mangeant, en buvant, en touchant, en embrassant même, si vous voulez, vous avez attrapé tant de virus et ils ne font rien. Donc ce n'est que quand le virus lui-même interagit de façon spécifique avec une cellule qui est un carrefour crucial de votre physiologie et que ceci lui permet d'entrer et ensuite de développer Alors ça, c'est un virus dangereux. Oui, mais donc bénin, c'est neutre, c'est pas bénin. Je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Alors bénin... Ça fait pas mal, c'est juste ça. Oui, ça fait pas mal, mais il continue à vivre dans le système. Il continue, il n'est pas éliminé. Va bene. Un'altra domanda? C'est un signe que c'était très clair. Hein? Possiamo fermarci qui, ringraziando ancora il professor Hoffman per questa
bellissima lezione e con questo chiudiamo il nostro pomeriggio. Grazie a tutti.